Les récifs coralliens abritent le quart de la faune marine mondiale. On peut dire qu'ils sont l'équivalent aquatique des forêts primaires. Et comme elles, ils disparaissent à vue d'œil. Près de la moitié des coraux ont disparu en 20 ans. Et ils risquent l'extinction totale ces 30 prochaines années. Pourtant, ce ne sont pas seulement des lieux touristiques. Les récifs coralliens ont un impact écologique, médical et économique sur notre vie de tous les jours. Et c'est pourquoi leur disparition, c'est aussi notre actualité. Le corail, c'est un peu un thermomètre écologique. Il est sensible au réchauffement climatique, au rejet de polluants dans l'eau ou encore aux effets de la surpêche. Donc quand il se met à massivement disparaître, c'est un véritable signal d'alarme pour l'environnement en général. Pourtant, ça ne ressemble qu'à un caillou ou à une plante. D'ailleurs, à votre avis, est-ce que le corail est un minéral, un végétal ou bien un animal ? Eh oui, le corail est bien un animal. Mais comme nous allons le voir, il est aussi un peu minéral et un peu végétal. Et pour comprendre tout cela, quoi de mieux que d'accueillir notre invité ? Tout d'abord, merci d'avoir fait le déplacement d'Australie. Alors ça ressemble à quoi la vie quotidienne d'un corail ? Ouais bon, faut dire que le corail n'est pas l'animal le plus loquace. Il n'a pas d'yeux, d'oreilles ou de pattes. D'autant plus que ce qu'on voit là, c'est une sorte de squelette. Le véritable animal se découvre la nuit. Lumière ! Vous voyez ces tentacules ? Ce sont des polypes. De lointains cousins d'un autre animal à tentacules, la méduse. Il utilise ses tentacules pour tirer ses proies jusqu'à lui et met également à profit une sorte de duvet qui agit comme un tapis roulant et tire les nutriments jusque dans l'estomac. Pratique. Chaque corail est constitué de milliers de polypes qui sont interconnectés et agissent comme un seul organisme. Ils peuvent coordonner leurs actions et partager leur nourriture. Mais cette chasse nocturne ne donne au corail que 2% des apports nutritifs nécessaires à sa survie. Où trouve-t-il le reste ? Les scientifiques se sont posé cette question durant de nombreuses années, et c'est un sujet important, car en résolvant ce mystère, on va immédiatement comprendre pourquoi les coraux se mettent aujourd'hui à disparaître. Mais pour ça, on va devoir étudier le corail d'encore plus près. Le polype ne vit pas seul dans son corail. Il partage son espace avec un colocataire, une algue microscopique appelée zooxanthelle. C'est elle qui donne aux coraux leur fameuse couleur. Comme toutes les plantes, elle se nourrit par la photosynthèse. Et comme tout bon colocataire, la zooxanthelle partage le loyer, en partageant son énergie. Grâce à tout cet apport d'énergie, le polype produit du calcaire, ce qui lui permet d'agrandir progressivement son habitat pour mieux se protéger des courants et des prédateurs. Et c'est ainsi que se construisent, sur des centaines d'années, d'énormes récifs coralliens. Le corail a donc besoin du polype, le constructeur, et du zooxanthelle, le fournisseur d'énergie, pour fonctionner. Dans la nature, quand on a un système gagnant-gagnant comme c'est le cas ici, on appelle cela une symbiose. Donc si les coraux disparaissent, c'est parce que cette symbiose ne marche plus. Mais pourquoi ça ? Pour le découvrir, il faut aller au fond du problème. Et c'est parti ! Hé, vous ! Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez nous donner un petit coup de pouce. Et sans vous commander, ou vous faire des œufs de merlan-frit, n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche. Nous ayons, il s'agirait qu'il y ait plus de monde ici, sans qu'on soit non plus serré comme des sardines. Allez, bon vent. Les récifs coralliens n'occupent que 0,1% des océans, mais abritent plus de 25% de la vie marine. Et les poissons les utilisent comme refuge, pour se protéger des courants et pondre leurs œufs. Évidemment, cela attire des prédateurs, à la recherche de nourriture, qui attirent à leur tour des créatures encore plus grosses, et d'autres vraiment stupéfiantes, comme cette éponge de mer par exemple. Savez-vous que les éponges de mer sont probablement les plus vieux animaux au monde, et comme l'éponge que vous avez dans votre cuisine, elle adore nettoyer. Elle se fait un régal des déchets organiques de tout ce petit monde. Le récif est donc une cité sous-marine, où chacun a son rôle à jouer. Mais cet écosystème est fragile, comme en témoignent ces drôles de coraux blancs. Les coraux sont exigeants. Il leur faut des eaux à bonne température, une eau saine, un taux précis de salinité et un ensoleillement suffisant. C'est pourquoi on ne les trouve que dans cette zone, autour de l'équateur. Si tous ces critères ne sont pas remplis, les zooxanthelles arrêtent de produire de l'énergie et quittent le corail. La symbiose cesse donc de fonctionner. Le corail perd alors ses couleurs et devient blanc. On appelle cela le blanchiment des coraux. Même s'ils survivent, ce qui n'est pas toujours le cas, il faudra au récif 10 à 15 ans pour qu'ils se remettent tout à fait de cet épisode de blanchiment. Autrefois rares, ces blanchiments sont désormais réguliers. Ils ont touché plus de 75% des récifs coralliens entre 2014 et 2017 et atteint un niveau mortel pour 30% d'entre eux. Si les raisons de ce phénomène sont encore assez mystérieuses, les chercheurs désignent 3 suspects. Le CO2.
Le gaz naturel, il fait partie du célèbre gang des gaz à effet de serre, qui est en partie responsable du réchauffement climatique. Et les océans sont les premières victimes de ce réchauffement. Ils absorbent 90% de cette chaleur et captent une partie du CO2 présent dans l'atmosphère, qui, en se dissolvant dans l'eau, acidifie les océans et compromet l'équilibre de tous les écosystèmes marins. Deuxième suspect, les eaux usées, c'est-à-dire les rejets d'égouts non traités, celles de l'agriculture intensive ou de la déforestation des côtes. Ces eaux usées empruntent le réseau des courants océaniques, empoisonnent les poissons et les coraux et réduisent la luminosité solaire vitale pour les zoozanthelles. Enfin, la surpêche. Elle touche plus de 80% des récifs coralliens, ce qui met en péril toute leur chaîne alimentaire. Et certaines méthodes sont carrément criminelles, comme la pêche au cyanure, ou encore la pêche à explosifs. Wow! C'est règlement de compte à OK Corail ici. À cause de cette surpêche, les poissons se font de plus en plus rares près des côtes. Les pêcheurs sont donc obligés d'aller de plus en plus loin et de plus en plus profond, et d'utiliser ces techniques de pêche de plus en plus dévastatrices pour les coraux. Pourtant, la valeur des récifs coralliens est inestimable. Une valeur écologique d'abord. Sans ces récifs, on l'a vu, ce sont des centaines d'espèces de poissons et de mammifères qui n'auraient plus aucun abri et seraient voués à disparaître. Et les récifs sont également des barrières naturelles qui absorbent 95% de l'énergie des vagues. Sans eux, ce sont des centaines d'îles et de côtes qui seraient inéluctablement rongées par l'érosion. Une valeur médicale ensuite. Plusieurs recherches prometteuses étudient les propriétés des coraux sur des cancers incurables, des maladies cardiovasculaires, ainsi que la maladie d'Alzheimer. On a d'ailleurs fait sur le site un petit dossier sur le sujet. Une valeur économique enfin. C'est plus de 500 millions de personnes qui vivent directement des ressources des récifs. Les récifs coralliens représentent des dizaines de milliards de dollars par an en pêche et en tourisme. Chaque kilomètre carré de récif corallien peut fournir en moyenne 15 tonnes de poissons et de fruits de mer par an. C'est une ressource quasiment inépuisable, si les récifs sont correctement gérés et protégés. Or, la majorité des récifs coralliens est aujourd'hui gravement en danger. Mais tout n'est pas encore perdu. Et car le plus grand prédateur des récifs coralliens peut aussi être son plus grand défenseur. Les coraux ont subi 6 extinctions majeures durant leurs 400 millions d'années d'histoire. Et ils ont à chaque fois réussi à s'adapter. Mais cela leur prend du temps, des dizaines de milliers d'années pour être exact. Pas sûr qu'on soit encore là pour en profiter. Alors est-il possible d'accélérer un peu leur adaptation? C'est ce que pensent certains scientifiques. En créant des hybrides provenant de régions à la fois chaudes et froides, ils seraient capables de créer une sorte de super corail mieux adapté aux fréquents changements de température. Mais est-ce vraiment une solution viable pour sauver les 6000 espèces que comptent les coraux? Une autre idée serait d'aider les coraux à se reproduire plus rapidement. Notre invité par exemple, un corail du genre Acropora, relâche une seule fois par an un paquet d'ovules et de spermatozoïdes. Et seul un bébé corail sur environ 1 million va survivre au processus. Oui, je sais, c'est dur la vie d'un corail. D'où l'intérêt d'améliorer un peu ces chiffres, en fécondant les ovules directement en laboratoire par exemple. Ou peut-être grâce à une technique nouvelle assez inattendue. Le docteur David Vogel a par exemple récemment découvert qu'en fragmentant les coraux en petits morceaux, ils se régénèrent 25 à 40 fois plus vite que dans la nature. Son équipe a ainsi l'objectif de faire repousser ces prochaines années plus d'1 million de coraux marins. Voilà enfin une nouvelle encourageante. Mais ces pistes ne sont évidemment que des solutions de court terme, car la nature est un réseau d'écosystèmes liés les uns aux autres, qui forment une sorte de grande symbiose du vivant. Et les terriens en font partie. C'est à force d'abîmer ces liens, de détruire ces écosystèmes, que l'on déséquilibre cette symbiose, et que l'on risque tous, de boire la tasse. Heureusement, les coraux sont là pour sonner l'alarme. Ils n'ont peut-être pas de bouche, d'oreille ou de pattes, mais leur blanchiment est une manière à eux d'adresser un message. Encore faut-il savoir l'écouter. Mais ça, c'est une toute autre histoire.